Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons par parler budget parce que l'un des plus grands projets de loi de dépenses depuis la Deuxième Guerre mondiale s'apprête à voir le jour. Biden a dévoilé son premier budget complet et ce n'est pas un petit budget avec un énorme 6 trillions de dollars, c'est le plus coûteux depuis la Seconde Guerre mondiale. Sous Biden, le gouvernement est appelé à jouer un rôle plus important dans l'économie, alors à quoi va servir tout cet argent ? Selon le New York Times, il sera consacré à des investissements majeurs dans les infrastructures, l'éducation et la santé. La proposition de loi couvre le projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars contre la pandémie de mars, ainsi que le plan pour l'emploi de 2,3 milliards de dollars, le plan pour les familles américaines de 1,5 milliard de dollars et les 1,5 billion de dollars d'augmentation des dépenses discrétionnaires. Il est également destiné à une option d'assurance maladie publique, un financement pour permettre aux femmes de réintégrer le marché du travail, de l'argent pour la défense comme les menaces de la Chine et le retrait des troupes d'Afghanistan et l'expansion de l'US Cyber Command pour répondre aux cybermenaces croissantes, en particulier après la violation du pipeline colonial. Mais la proposition ne fait que préparer le terrain pour de nouvelles négociations. Ce n'est que la première étape d'une longue liste d'étapes. Selon le président du comité des crédits du Sénat, Patrick Leahy, après les vacances du Memorial Day, les démocrates de la Chambre des représentants commenceront à rédiger des projets de loi de crédit. Ensuite, vers la fin du mois de juin, les évaluations des sous-comités commenceront et en fonction de la manière dont cela se déroulera, le Sénat aura à son tour une évaluation le mois suivant. Avec la proposition de dépenses massives, il va sans dire que la dette publique va également augmenter. Biden a défendu son plan économique qui, selon lui, aidera les États-Unis à se remettre de la pandémie. Il s'est rendu à Cleveland jeudi et a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la pandémie a montré à quel point nous devons investir dans les fondations de ce pays et dans les travailleurs de ce pays. C'est pourquoi il propose le plan américain pour l'emploi et le plan américain pour la famille. Et quant à savoir qui va payer pour ces plans, Biden a indiqué des hausses d'impôts pour les riches. Les républicains et certains démocrates s'en méfient, affirmant que cela pourrait nuire à l'économie plutôt que de l'aider. Selon CNN, le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que l'augmentation des impôts serait la plus grosse erreur que l'on puisse faire. Le sénateur démocrate modéré Joe Manchin a déjà fait savoir qu'il n'était pas favorable à une telle mesure. Il a également mis en garde contre le coût élevé de cette mesure en déclarant précédemment que notre dette s'élève actuellement à 28 200 milliards de dollars et qu'il faut être très prudent, qu'il y a un équilibre à trouver ici. M. Manchin a également déclaré qu'il préférait un projet de loi sur les infrastructures plus petits et plus ciblés. Et en parlant d'infrastructures, les républicains du Sénat ont dévoilé jeudi une nouvelle contre-offre de 928 milliards de dollars au plan d'infrastructure de Biden. La semaine dernière, la Maison-Blanche a accepté de retirer plus de 500 milliards de dollars au plan originel de Biden. Il s'élève maintenant à 1,7 trillion de dollars. La sénatrice Shelley Capito affirme que l'offre des républicains correspond à ce que Biden a exposé lors d'une réunion du 13 mai à la Maison-Blanche. En fait, le principal point d'achoppement réside dans la définition du terme infrastructure. Les républicains veulent que le projet de loi se limite aux actifs physiques comme les routes, les ponts. Selon le sénateur John Barrasso, c'est ce que les gens chez eux dans le Wyoming considèrent comme une infrastructure. C'est, vous savez, les routes avec les nids de poules qui ont besoin d'être réparées. C'est de cela dont il s'agit. Alors que la Maison-Blanche veut y inclure des programmes de dépenses sociales, d'éducation, comme les garderies, les repas scolaires, etc. Biden, de son côté, a imposé une date limite officieuse à la fin du mois de mai pour les négociations et certains démocrates du Sénat ont fait pression pour faire cavalier seul si les républicains ne parviennent pas à un accord rapidement. En parlant de la dette publique, parlons maintenant des impôts. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé combien l'Américain moyen paye d'impôts au cours de sa vie. Un nouveau rapport apporte la réponse et le chiffre peut être choquant. L'Américain moyen paye $1,5 million d'impôts à vie. C'est ce que dit la société FinTech qui ont calculé les impôts sur la base de 4 catégories d'impôts, le revenu, la propriété, l'automobile et les ventes. En tête de liste, le New Jersey, les contribuables y payent en moyenne près d'1 million de dollars. À l'opposé, c'est la Virginie occidentale qui paye le moins, soit 300 000 dollars. En 7e et 8e position, nous avons New York et la Californie.
Bien que ces États soient peut-être plus bas dans la liste que prévu, c'est à New York et en Californie que l'on paye le plus d'impôts sur les dépenses quotidiennes, soit environ 40 000 $. Chaque État impose des taxes différemment, certains faisant payer davantage sur les revenus ou les affaires, d'autres sur la propriété. La possession d'une voiture peut entraîner le paiement de milliers de dollars d'impôts, tout comme la possession d'un bien immobilier. Alors que l'accent semble avoir été mis sur les voyages et les ventes de ce week-end, à quoi sert le Memorial Day qui a été célébré cette année le 31 mai 2021 ? À l'origine, il s'appelait Decoration Day et remonte à la guerre civile. Il était appelé ainsi car les gens décoraient les tombes des soldats tombés au combat, mais le Decoration Day, et où aujourd'hui le Memorial Day, ne deviendra une fête nationale qu'1 siècle plus tard. Le premier Decoration Day a eu lieu le 30 mai 1868. 3 ans après la fin de la guerre civile, cette année-là, le chef d'une organisation d'anciens combattants de la guerre civile du Nord, le général John Logan, a appelé une journée nationale du souvenir. Il a proclamé le 30 mai 1868 est désigné pour fleurir ou décorer les tombes des camarades morts pour la défense de leur pays pendant la dernière rébellion et dont les corps reposent aujourd'hui dans presque tous les cimetières des villes, villages et hameaux du pays. Alors pourquoi ce jour-là ? Il l'a choisi parce que ce n'était pas la date d'une bataille de la guerre de sécession. Lors du premier Decoration Day, l'ancien général de l'Union James Garfield a prononcé un discours au cimetière national d'Arlington, après quoi 5000 participants ont aidé à décorer les tombes de plus de 20 000 soldats de la guerre de sécession qui y sont enterrés. Garfield a ensuite occupé le poste de 20e président pendant 6 mois en 1881 avant d'être assassiné. Diverses commémorations locales avaient déjà eu lieu dans les 3 années qui ont suivi la guerre. Elles ont inspiré le premier Decoration Day officiel. New York a été le premier État à faire du Memorial Day un jour férié en 1873. En 1890, tous les États du Nord avaient fait du Decoration Day un jour férié officiel. Les États du Sud observaient également ce jour férié, mais à des dates différentes de celles des États du Nord. Il a fallu plusieurs guerres depuis la guerre civile. Après la Première Guerre mondiale, le Memorial Day s'est étendu pour commémorer les personnes tuées au cours de toutes les guerres américaines et pas seulement pendant la guerre civile. Depuis lors, le Memorial Day est observé le 30 mai. Plus d'1 siècle après la fin de la guerre civile, en 1966, le gouvernement fédéral a déclaré Waterloo dans l'État de New York lieu de naissance officielle du Memorial Day. C'est sous la direction du président Lyndon Johnson. Ils ont choisi Waterloo parce que la ville avait fait du Memorial Day un événement annuel à l'échelle de la communauté au cours duquel les commerçants fermaient et les résidents décoraient les tombes des soldats avec des fleurs et des drapeaux. 2 ans plus tard, en 1968, le Congrès a adopté le Uniform Monday Holiday Act qui a fait du Memorial Day le dernier lundi de mai afin de créer un week-end de 3 jours pour les employés fédéraux. Ce changement est entré en vigueur en 1971. Et c'est à ce moment-là que le Memorial Day est devenu un jour férié fédéral. Aujourd'hui, 9 États du Sud reconnaissent toujours officiellement un Memorial Day confédéré distinct. Des événements sont organisés le jour de l'anniversaire du président confédéré Jefferson Davis et le jour où le général confédéré Thomas Stonewall Jackson a été tué. Les dates sont différentes, certains États le fixent à l'anniversaire du général confédéré Robert Lee, le 19 janvier, et d'autres à l'anniversaire du président confédéré Jefferson Davis. En 2000, le Congrès a adopté la loi encourageant tous les Américains à s'arrêter pour un moment national de commémoration à 15h heure locale le jour du Memorial Day. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.